16 avril 2025. Une date qui a failli changer à jamais le cours de l'histoire africaine. Un complot silencieux mais mortel se préparait. Une conspiration si dangereuse qu'elle visait à assassiner le président Ibrahim et plonger le Burkina Faso dans le chaos. Mais ce n'était pas qu'une trahison venue de Londres. C'était une alliance coordonnée entre des traîtres internes et des réseaux terroristes, prêts à attaquer civils et militaires sans distinction. Le plan a failli réussir, jusqu'à ce qu'un événement remarquable se produise. Des soldats loyaux au sein de l'armée burkinabé ont refusé de vendre leur pays. Ils ont dévoilé le complot. Mais le danger ne s'est pas arrêté là. C'est là que ça devient inquiétant. Le cerveau du coup d'État, il n'a pas fui pour se cacher, mais dans les bras d'un autre État africain. Accueilli, pas puni. Pourquoi la Côte d'Ivoire gérait-elle quelqu'un qui a tenté de détruire le Burkina Faso de l'intérieur? Est-ce juste de la politique ou quelque chose de bien plus sinistre? Et l'architecte présumé de ce complot? Pas un rebelle, pas un agent étranger. Barry Abderrahmane, un haut gradé des rangs même de Traoré. Que se passe-t-il vraiment dans l'ombre en Afrique de l'Ouest? Analysons ça. Barry avait accès à des informations militaires ultra sensibles. Et en pleine connaissance des conséquences, il les a transmises à des chefs terroristes plutôt que de les protéger. Ce n'était pas une erreur, pas un faux pas. C'était une trahison volontaire. Malgré savoir que des vies innocentes seraient perdues, il l'a fait quand même. Pourquoi? Barry a trahi l'administration, et bien plus. Il a trahi chaque Burkinabé qui croit en la paix, l'unité et un avenir libre de l'anarchie soutenue par des forces extérieures. Ce genre de trahison déchire les nations de l'intérieur. Mais Barry n'a pas agi seul. Il a utilisé son influence pour recruter d'autres dans son projet pervers. Promesses de richesse, de pouvoir, de postes élevés. Des officiers de l'armée burkinabé, pourtant censés défendre leur pays, ont été tentés. Pire encore, Barry a contacté le groupe milicien VDN. Non seulement il les a payés, mais il a aussi nourri en eux un sentiment de trahison, les poussant à se retourner contre leur propre nation. Ce n'était pas qu'une tentative de coup d'État, c'était une guerre psychologique. Pendant que certains jouaient aux dames, Barry jouait aux échecs. Puis, il a disparu. Comme ça, sans laisser de traces. Pendant des semaines, personne ne savait où il était. Jusqu'à ce que les services de renseignement burkinabé fassent une découverte terrifiante. Barry s'était réfugié en Côte d'Ivoire. Et selon des sources, un nouveau plan se prépare. Éliminer Traoré et plonger le Burkina dans le chaos total. Organisé depuis Abidjan. La nouvelle cible, il n'avait que 26 ans. C'était le début d'un plan soigneusement orchestré. Son ascension n'était pas un hasard, et la France en était le cœur. Il gravit rapidement les échelons, les portes s'ouvraient sans difficulté. Il était aussi avantageusement installé à Paris. Lorsqu'il fut nommé chargé d'admission à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en 1973. 2 ans plus tard, une autre promotion suivit. En 1983, la France s'assura qu'il soit nommé vice-gouverneur de la BCEAO. La marionnette se construisait, pièce par pièce. Et les choses devinrent de plus en plus troubles. En coulisses, la France sabotait l'économie ivoirienne, tout en préparant Ouattara à prendre les rênes du pouvoir. Oui, le même pays qui prétendait aider la Côte d'Ivoire. La croissance fut freinée, les politiques déformées, et l'économie s'effondra lentement. Ce n'était pas un accident, mais du sabotage parfaitement chronométré. La France dévoila sa solution lorsque la Côte d'Ivoire fut au bord du gouffre, en pleine crise économique. C'est alors qu'apparut Ouattara, l'homme que l'on avait placé dans toutes les grandes institutions financières, et que l'on préparait depuis des années. On le présenta comme le sauveur de la Côte d'Ivoire. Mais protéger la nation n'a jamais été l'objectif. Il s'agissait de contrôle. La France influençait le pouvoir ivoirien, non pas par des chars ou des coups d'État, mais par l'économie, la manipulation, et un homme nommé Alassane Ouattara. Alors que l'économie ivoirienne continuait de sombrer, la France ne recula pas. Au contraire, elle intensifia ses actions. Elle redéfinissait aussi ses ambitions pour Ouattara. Ce dernier retourna au Fonds monétaire international, avec le soutien total de la France. Cette fois-ci, en tant que directeur du département Afrique, et en tant qu'économiste, il fut également nommé conseiller du directeur général du FMI, un double rôle destiné à accroître sa visibilité internationale et le positionner sur la scène mondiale. 4 ans plus tard, il retourna à la BCEAO,
mais pas comme simple fonctionnaire. Il y revint en tant que gouverneur de la banque. Et bien sûr, le poste était basé en France. À ce stade, l'économie ivoirienne survivait à peine. Les dégâts étaient déjà faits. Enfin, le moment était venu pour la France. Quelqu'un avait tendu le piège. Il fallait maintenant installer une marionnette au sein du gouvernement ivoirien. C'était leur spécialité. Une manipulation discrète. Ils réussirent à convaincre le père vieillissant de la nation, le président Houphouët-Boigny, de nommer Ouattara à la tête du programme de stabilisation économique du pays en 1990. On le présenta comme l'homme providentiel, le sauveur de l'économie. Mais il n'y avait rien à réparer. Il s'agissait d'asseoir sa légitimité et de présenter Ouattara comme un héros national. La France comptait aussi sur un autre facteur. Le président Houphouët-Boigny était mourant. Il avait été opéré d'un cancer de la prostate en France. Et l'administration française connaissait la gravité de son état. Elle savait que le temps était compté. Alors elle accéléra les choses. La pression monta en coulisses. Et à la fin de l'année 1990, la France obtint gain de cause. Affaibli, malade, vulnérable, le président fut contraint de nommer Alassane Ouattara Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Un coup de maître. La France avait désormais un homme qui détenait à la fois le pouvoir politique et économique. Une marionnette souriante en costume-cravate, prête à servir Paris et non Abidjan. La France avait réussi. Elle avait atteint son objectif de longue date. Elle avait placé son homme de confiance à l'un des postes les plus stratégiques de la Côte d'Ivoire. Tout se mettait en place sous le gouvernement Ouattara. Il ne restait qu'une étape, garantir une fidélité totale. Et la France avait un plan pour cela aussi. En 1991, elle offrit à Ouattara plus qu'un soutien politique. En échange de son obéissance et de sa loyauté, elle lui donna quelque chose de bien plus symbolique. Cette année-là, Ouattara épousa Dominique Claudine Nouvelon, une Française bien connectée à l'élite politique française. Ce n'était pas qu'une histoire d'amour. C'était un saut politique, un accord implicite, une déclaration au monde. Le destin de la France était désormais lié à celui de Ouattara. Mais peu de gens connaissent cette partie de l'histoire. Ce mariage n'était pas qu'une fête joyeuse. Même l'ancien président français ne s'y opposa pas. Au contraire, le mariage fut célébré par Nicolas Sarkozy, alors maire de Neuilly-sur-Seine. Le même Sarkozy qui allait devenir président de la République. Quel genre de leader africain a besoin du feu vert d'un futur président français pour se marier? Ce n'était pas qu'un mariage. C'était l'officialisation du rôle de Ouattara, commande de la France en Afrique de l'Ouest, dans sa vie privée comme dans sa carrière. Le geste de Sarkozy n'était pas anodin. C'était un avant-goût de l'avenir. Car quelques années plus tard, cela jouerait un rôle décisif pour que Ouattara devienne non seulement l'allié de la France, mais aussi le président de la Côte d'Ivoire. Mais cette prise de pouvoir prit du temps. La France avait un plan, et elle l'exécuta à la lettre. Une fois Ouattara installé à la primature, la prochaine étape était claire, et la France se mit à remodeler le paysage politique pour lui faire de la place. Souhaitez-vous que je vous le mette sous forme de fichier audio? Tout individu qui représentait une menace pour Ouattara et qui ne soutenait pas la France a été méthodiquement éliminé ou discrédité. Peu importait qu'il fasse partie de l'administration ou non. Si la France jugeait que vous menaciez l'ascension de son pantin, vous étiez neutralisé. En 1990, le pays a organisé ses premières élections multipartites. Un tournant historique, une opportunité pour la démocratie de s'enraciner. Mais que s'est-il passé? Dès sa nomination comme Premier ministre, Ouattara a fait emprisonner le seul candidat d'opposition crédible, Laurent Gbagbo, et son épouse Simone Gbagbo. Ce n'était pas une question d'ordre public. L'objectif était d'éliminer la concurrence, d'empêcher le peuple ivoirien de choisir librement son dirigeant. La France l'a accepté sans sourciller, car le véritable rôle de Ouattara n'a jamais été de servir les Ivoiriens CNE1ES, mais de protéger les intérêts stratégiques, politiques et économiques de Paris. Il ne dirigeait pas un gouvernement, il exécutait un plan étranger. Et dans l'ombre, la France tirait les ficelles. Après la mort du président Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire a plongé dans le chaos. Ouattara en a profité pour tenter de s'emparer du pouvoir, contre la volonté du défunt président, qui avait désigné Henri Konan Bédié comme successeur légitime. Sans consulter personne, il s'est autoproclamé héritier. La France était là, prête à soutenir son poulain. Mais le peuple ivoirien, lui,
s'est rangé derrière Bédier. Pour beaucoup, Ouattara était un étranger, culturellement et politiquement. Ses liens étroits avec l'ancienne puissance coloniale suscitaient la méfiance. Était-il vraiment ivoirien ou simplement un instrument de la France? En 1993, Bédier est devenu président par intérim, portant un coup sévère aux ambitions de Ouattara et au plan français. Mais Paris n'a pas abandonné. En 1994, Ouattara a été nommé vice-directeur général du FMI, un poste stratégique qui lui a permis de rester dans l'arène internationale en attendant son heure. Et cette heure a sonné en 1999, quand la France l'a rappelé pour qu'il retourne en politique ivoirienne. Mais un secret a ressurgi. Ouattara n'est pas entièrement ivoirien. Ses origines burkinabées l'ont empêché de se présenter en 1995 et Bédier a été réélu. Cette origine explique peut-être ses interférences actuelles au Burkina Faso, non par fraternité, mais par stratégie, au service de la France. Puis, en 1999, alors qu'Ouattara venait de quitter le FMI, un coup d'État a renversé Bédier, 4 mois avant les élections de 2000. Coïncidence? De nombreuses sources affirment que la France a orchestré ce putsch pour faire place à son protégé. Mais un problème persistait. À cause de ses origines, Ouattara a de nouveau été exclu de la course présidentielle. C'est Laurent Gbagbo, qui l'avait jadis fait emprisonner, qui a remporté le scrutin. La France était furieuse. Et quand la France est furieuse, elle mène une guerre économique. Pendant 10 ans, elle a tout fait pour affaiblir Gbagbo. Gel de l'aide internationale, blocage des prêts, sabotage des restructurations de dettes. Le but? Le discréditer en asphyxiant la Côte d'Ivoire. Mais Paris ne s'est pas arrêté là. En 2002, 2 ans après l'élection de Gbagbo, la guerre civile a éclaté. Et encore une fois, la France est dans l'ombre, elle a armé les rebelles pro-Ouattara dans le nord, alimentant la division du pays. Cette stratégie vous semble familière? Parce qu'aujourd'hui, le même scénario se répète au Burkina Faso. Déstabilisation, pantins prêts à prendre le pouvoir, et mains étrangères dans l'ombre. La question reste, jusqu'à quand l'Afrique tombera-t-elle dans le même piège? Le chaos qui a suivi n'était pas un accident. Il a été conçu, armé et financé. Les rebelles du nord d'Ouattara ont commis des actes délibérés de violence brutale. La Côte d'Ivoire a été divisée en deux par une guerre civile dévastatrice. Les soldats d'Ouattara ont pris le contrôle du nord, tandis que le sud continuait à soutenir Laurent Gbagbo, le président démocratiquement élu. Ce fut le prétexte idéal pour une intervention française. Sous couvert de rétablir la paix, les troupes françaises ont été envoyées pour soutenir leurs partisans dans le nord, agissant en réalité comme des forces d'oppression plutôt que des gardiens de la paix. Le conflit s'est prolongé pendant près de 10 ans. 10 ans de carnage, de ruines et de sang versé. Une génération entière élevée dans la guerre, une économie détruite, un pays en ruine. Puis, au milieu de ce chaos, une élection présidentielle a eu lieu en novembre 2010. Le peuple était épuisé, désespéré, assoiffé d'espoir, même fragile. C'est alors que la France a joué sa dernière carte, présenté Alassane Ouattara, l'homme responsable de la division et du conflit, comme un sauveur. Avec l'appui militaire français et le soutien international, Ouattara a lancé une offensive finale. Ces rebelles ont balayé le pays. Ce ne fut pas une victoire propre. Pendant plus de 3 mois, le pays a brûlé. Les combats acharnés entre les rebelles soutenus par la France et les soldats de Gbagbo ont transformé Abidjan, le cœur économique de la Côte d'Ivoire, en un champ de bataille sanglant. Puis vint le chapitre le plus sombre. Les forces d'Ouattara ont marché sur la résidence présidentielle, laissant derrière elle une traînée de souffrance. Des milliers de civils ont été exterminés, dont plus de 1000 dans une seule ville. Était-ce là le sauveur vanté par la France? Un leader arrivé au pouvoir par le massacre, les forces étrangères et la guerre civile? Ce n'était pas la liberté, mais une prise de pouvoir déguisée en démocratie. Aujourd'hui, le même scénario se répète au Burkina Faso. Le pantin, le maître, la méthode, tout est identique. Malgré la violence, Laurent Gbagbo a résisté avec courage, soutenu par des soldats ivoiriens loyaux. Face à cette opposition, Ouattara s'est tourné vers son vieil ami Nicolas Sarkozy. Le 3 avril, ce dernier a transformé un hôtel d'Abidjan en quartier général, ordonnant une opération spéciale avec 1500 soldats français. La résidence de Gbagbo a été réduite en cendres sous les tirs d'hélicoptères et de chars. Après son arrestation, Ouattara, pantin de la France, a été intronisé en 2011.
Depuis, la Côte d'Ivoire n'a plus jamais été réellement souveraine. La même manipulation est en cours au Burkina Faso. Mais cette fois, la France affronte un adversaire redoutable, le capitaine Ibrahim Traoré, un anti-impérialiste intransigeant, héritier de l'esprit de Thomas Sankara. Il ose dire non à la France, révèle ses mensonges et inspire une révolution sahélienne qui bouleverse l'histoire africaine. Privée de l'uranium du Niger et de l'or burkinabé, la France recourt à ses vieilles recettes. Déstabilisation, complot, soutien aux rebelles réfugiés en Côte d'Ivoire. Mais cette fois, le monde et l'Afrique ont les yeux ouverts. La question n'est plus de savoir ce que la France fera, mais si le continent brisera enfin ce cycle. Ouattara, relais de Paris, semble l'instrument idéal pour renverser Traoré. Les preuves s'accumulent, les traîtres fomentant l'assassinat du leader burkinabé opèrent depuis la Côte d'Ivoire. Un président fantoche, un maître étranger et une tentative d'éteindre une voie libre, mais le complot est éventé. L'Afrique veille. Le président Ouattara de la Côte d'Ivoire, bénéficiant du soutien financier et politique de la France, n'a pas seulement offert un refuge aux traîtres qui visaient le Burkina Faso, mais il a également mis en place un centre opérationnel pour eux. Ils ont eu accès aux richesses ivoiriennes, à la protection de l'État et à l'opportunité d'élaborer une stratégie complète pour renverser le président Traoré et déstabiliser tout le pays. Pourtant, l'inattendu s'est produit. Le plan a échoué et désormais, sous la protection de Ouattara, ces traîtres sont immédiatement retournés à leur base opérationnelle à Abidjan, où ils se cachent à la vue de tous. De plus, Traoré a récemment été la cible de la Côte d'Ivoire. La presse ivoirienne a publié des articles négatifs à son encontre, le qualifiant de dictateur. Ils l'ont accusé d'incompétence pour nuire à sa réputation et l'ont même accusé de génocide. Il est également important de savoir que la Côte d'Ivoire a déjà participé à des tentatives de coup d'État contre Traoré. Selon des rapports, Ouattara a conspiré avec la France pour renverser le président Traoré lors d'au moins 3 tentatives de coup d'État au Burkina Faso voisin. Il aurait transféré des fonds français à des soldats rebelles de l'armée burkinabé pour aider à renverser Traoré. Et c'est pour cette même raison que Traoré a été accusé de génocide. L'année dernière, devant des milliers de personnes au Palais des Sports de Ouagadougou, le président Ibrahim Traoré avait lancé un avertissement audacieux que beaucoup avaient initialement ignoré, mais qui s'avère aujourd'hui tragiquement exact. Traoré n'a pas mâché ses mots. Il a dévoilé le véritable ennemi, non seulement les terroristes, mais aussi les impérialistes qui œuvrent dans l'ombre pour semer la discorde. Il a accusé la France de chercher à déstabiliser non seulement son pays, mais toute l'Afrique de l'Ouest, en pillant le Burkina Faso. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons un problème avec ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire, a déclaré Traoré sans ambages. Il a révélé une affirmation controversée à l'époque. Il existerait un centre opérationnel à Abidjan, financé par la France avec le soutien du Bénin et de la Côte d'Ivoire, dont l'objectif est de déstabiliser le Burkina Faso. Beaucoup avaient parlé de paranoïa, mais aujourd'hui, alors que les traîtres se sont enfuis directement à Abidjan, regardez, la ville même que Traoré avait mise en garde, le plan précis qu'il avait mentionné, tout se déroule progressivement. Cela nous mène à une vérité terrible. Dans quel genre d'Afrique vivons-nous, où un pays collabore avec des puissances étrangères pour en détruire un autre? Nous proclamons souvent notre désir d'unité. Mais comment y parvenir quand la trahison est devenue une marchandise? Le cœur du dilemme africain réside dans des politiciens comme Ouattara, prêts à vendre leurs voisins pour gagner du pouvoir. Nos frontières peuvent affirmer une souveraineté, mais nos actions montrent trop souvent que nous sommes faibles, divisés et manipulables. Quand comprendrons-nous? Tant que des traîtres parmi nous et des Africains comme Ouattara seront prêts à sacrifier leur peuple pour leur propre profit, nous resterons piégés dans le même cycle de domination étrangère, de chaos intérieur et d'avenir volé. Pourtant, le changement est possible. Le jour où les Africains se lèveront, pas seulement pour protester, mais par principe, ce jour-là, tout changera. Quand nous privilégierons le patriotisme à la corruption, l'unité à la trahison et la loyauté au pot de vin, alors seulement, l'Afrique pourra commencer à guérir. Des leaders comme Traoré ne seront plus seuls, car derrière eux, il y aura tout un peuple.